Merci beaucoup au comité organisateur pour cette invitation. C'est un plaisir d'être ici avec vous encore aujourd'hui. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Avant de commencer à parler des autres dispositifs, je voulais mettre en perspective le traitement de réparation de la valve mitrale parce qu'il y a autant de dispositifs que ça peut être facile de se perdre. On a parlé déjà des mitral clips, c'est des thérapies qui vont cibler la réparation des leaflets. Mais après, on a des annuloplasties qui peuvent être directes ou indirectes. On va parler particulièrement de ces thérapies. Il y a le remplacement des cordages et des thérapies qui ciblent le remodélage des VG. De plus de ces thérapies qu'on a mis ici, il y a beaucoup plus et demain, il y aura encore plus parce que c'est un domaine qui est en train de se développer d'une façon incroyable. Moi, je vais me centrer sur les thérapies qu'on a utilisées à Bichat. Mais avant de commencer avec les annuloplasties, je voulais pas oublier la commissurotomie mitrale percutanée, c'est seulement la mentionner, mais en fait, c'est la première thérapie qu'on a fait de réparation percutanée de la valve mitrale. On sait que l'objectif, c'est ouvrir les commissures quand elles sont fusionnées à cause d'une maladie rhumatismale. On utilise les ballons dinués. On sait que l'utiliser depuis 30 ans, que c'est un traitement qui est très efficace, que le taux de complications est très bas, que les résultats sont durables et qu'après cette intervention, on peut faire une intervention percutanée en chirurgie sans problème. Et c'est sûr que cette thérapie va continuer à avoir un rôle, tandis qu'on a de la maladie mitrale rhumatismale. Bon, on va commencer par les annuloplasties. Je vais me centrer sur on commence par les annuloplasties indirectes et je vais me centrer sur ce dispositif, c'est le carillon, vous connaissez bien. Fait l'annuloplastie indirecte, ce qu'il va faire, c'est mettre un dispositif dans les sinus coronaires. On le déploie toute la partie distale et une fois qu'on est sûr bien de la position du dispositif, on va faire une traction pour approcher la partie postérieure de l'anneau mitral vers la partie antérieure, comme vous allez voir maintenant. Et une fois qu'on est content de nos résultats, on va libérer ce dispositif. Voilà ici la caractéristique de ce dispositif avec deux sondes d'ancrage en distal et en proximal. Et qu'est-ce que sont les résultats qu'on a jusqu'à maintenant des carillons? On a eu 3 grosses études, en sachant avec 30 à 50 patients chacun, et avec les critères d'inclusion ont été la cardiomyopathie dilatée, l'insuffisance mitrale fonctionnelle, étaient des patients avec une dysfonction ventriculaire symptomatique avec un traitement approprié. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que cette thérapie est capable de faire une diminution des diamètres latéraux-septal de l'anneau mitral, et ça a un impact sur la surface de l'anneau mitral qui peut être réduite jusqu'à 31%, et ça va traduire sur une réduction de l'insuffisance mitrale, comme on peut voir dans cette diapositive, et autour de 80% des malades ont au moins une diminution d'un grade de l'insuffisance mitrale à 1 an. Et ça, bien sûr, il a un impact pas très important, mais un impact sur le remodélage ventriculaire. Les effets secondaires de ce traitement, en fait, le premier problème qu'on pourrait dire, c'est que les taux de succès étaient relativement bas, parce que les 2 premières études étaient autour de 60%, la dernière était à 80%. On a eu 2% de décès et un taux de complications majeures qui a diminué franchement entre 13% et 3% dans la dernière étude. Mais ce dispositif, il a eu les 6 marques et aujourd'hui il est dans le marché. Pourquoi ce taux de succès si bas? En fait, on sait que le problème des dispositifs de l'annuloplastie indirecte, c'est que la position des sinus coronaires et l'anneau mitral n'est pas tout le temps la même, qu'il y a des patients, même des endroits où l'anneau reste, ou plutôt les sinus coronaires restent plutôt supérieurs ou inférieurs par rapport à l'anneau. Et aussi, il y a un problème de sécurité, c'est qu'on sait que la circonflexe peut passer entre les sinus coronaires et l'anneau mitral, et quand ça arrive, on a des problèmes d'occlusion des coronaires. On va passer maintenant à l'annuloplastie directe. Et je vais parler des cardiobonds, que c'est le dispositif qu'on a utilisé plus à Bichat. Ça consiste sur une bande, comme vous pouvez voir ici, avec
et différents marqueurs de 8 mm. La longueur de cette bande, ça va dépendre de la taille de l'anneau de malade. Et cette bande va être attachée ou suturée avec des vis, qui sont ces vis que vous voyez ici. Les mécanismes, comme on fait la procédure, il faut, en fait, les catégories ne pas très différentes de celui des mitral clip. Et il faut naviguer par l'anneau mitral. Et à chaque 8 mm, on implante une vis qui va finalement fixer cette bande sur l'anneau mitral, comme vous allez voir. Une fois que l'anneau est complètement déployé, on va faire une traction sur cette guide qu'on voit ici. Et ça va produire une diminution des diamètres surtout antéro-postérieur de l'anneau mitral. Voilà. Et ça s'est traduit clairement sur une diminution de la fuite mitrale. Vous allez voir maintenant la traction. Voilà. Et la diminution de la chute. La navigation va tout le temps de la partie latérale de l'anneau jusqu'à la partie médiale. Et voici quelques images de la procédure, qu'on a fait. Et on avait implanté 17 vis. Et on voit... Ah, désolé. On voit en fait qu'au moment de la traction, il y a différents degrés de traction. Je ne sais pas si on va voir les images. Et on va faire des tractions jusqu'à on arrive à avoir une diminution franche de la fuite mitrale, comme c'est dans ce cas. En général, il y a jusqu'à 100 degrés et on ne peut pas dépasser cette dernière. Voici la différence, on peut voir la différence des diamètres antéro-postérieur avant la traction et après. Et quels sont les résultats des cardiovons? Jusqu'à maintenant, il y a eu 59 patients inclus, avec un insuffisance mitrale fonctionnelle, une dysfonction VGF, mais une fraction d'éjection plus de 25% symptomatique. L'insuffisance mitrale était moyen à sévère. Les taux de succès, c'était 86%. Il y a eu 3% de mortalité. C'était des problèmes en choc hémorragique en réintervention. Il y a eu un cas d'infarctus et un cas de tamponnade. Et ça qu'on voit de façon nette, c'est la diminution des diamètres latéral de l'anneau et la diminution à 30% des diamètres antéro-postérieur de l'anneau, que cette diminution va être persistante jusqu'à les 24 mois après l'intervention et que ça va se traduire en diminution aussi permanente de la fuite mitrale. Et de la même façon, il y a une diminution dans l'amélioration de remodélage ventriculaire. Et aussi, ce dispositif a eu les 6 marques. Mitralin, on ne l'a pas utilisé, je voulais tout simplement le mentionner parce que c'est un dispositif pour lequel on va parler dans les prochaines années. En fait, il faut mettre 2 flèches, un ou deux, dans l'anneau côté des commissures. Il y a une étude qui a inclus jusqu'à maintenant 71 patients, encore les mêmes critères d'inclusion qu'on a fait avec les cardiovons. Et les taux de succès étaient aussi autour de 86% avec un cas de tamponnade et 2 cas de décès. Les résultats, de la même façon, ça qu'ils ont démontré, c'est qu'il y a une diminution de la fuite, mais que ce n'était pas franche, mais que cette fuite était nettement, ou était plus clairement diminuée quand on avait mis deux plégés des deux côtés de l'anneau, parce qu'en fait, quand ils ont commencé l'étude, il avait la possibilité de mettre des plèges d'un côté ou de l'autre. En conclusion, la réparation mitrale, c'est sûr, c'est une alternative thérapeutique à la chirurgie pour la prise en charge de l'insuffisance mitrale fonctionnelle. La commissurotomie mitrale va avoir sa place dans le traitement de la maladie mitrale rhumatismale. Il y a 3 dispositifs, les carillons, les cardiovons, les mitralins, qui ont démontré qu'ils peuvent être efficaces pour la réduction de l'insuffisance mitrale, mais les taux de succès étaient plus ou moins limités. Il y avait beaucoup de critères anatomiques d'exclusion et peut-être on ne peut pas l'utiliser pour tous les malades. Et c'est sûr qu'encore on a besoin des études
pour arriver à avoir de bonnes conclusions. Et les futurs, peut-être le futur, ça va être l'utilisation des combinaisons de thérapies, MitraClip, Cardioband, Mitralin, Cardioband, MitraClip, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Didier. Merci beaucoup. On en est où du néocorde? Ben, il y a une étude, en fait, sont fait surtout à Lyon. Nous, on ne l'a pas utilisé, c'est pour ça que je n'ai pas parlé. On allait inclure dans l'étude, mais finalement, on n'a pas commencé. Ça fonctionne. Ça paraît une technique assez compliquée, parce qu'il faut... Au moins, c'est l'impression qu'on a eue, mais je sais que les premiers résultats qu'ils ont démontrés, il avait une nette réduction de l'insuffisance mitrale, surtout quand on a des prolapsus importantes. Mais nous, franchement, on n'a pas l'expérience directe sur cette... Il y a un PHRC en cours. Je sais. Et la grande question, c'est de savoir si ça s'adresse aux chirurgiens. Bien sûr, c'est une voie transapicale, donc l'abord est chirurgical, mais ensuite attraper les feuillets, les attirer, mettre la bonne tension, etc., c'est peut-être plus du domaine du cardiologue interventionnel. Je pense que c'est encore un binôme. C'est comme sur le MitraClip. C'est pareil, c'est un vrai binôme. C'est surtout un binôme avec l'échographiste dans ces moments-là. Ensuite, l'inconvénient des quelques cas qu'on a vus à Nantes, c'est que finalement, le cordage, le néocorde, est attaché à l'apex du ventricule gauche. Il n'est pas en position anatomique. Et que si tu obtiens ce qu'on voit, tu vas l'obtenir de toute façon, mais ce qu'on voit quand on traite une fuite mitrale par chirurgie ou par MitraClip, c'est que le remodelage ventriculaire, la diminution du volume, fait que l'apex a de fortes chances de se rapprocher de la valve mitrale. Et de ce fait, ils sont obligés de mettre un peu plus de tension sur la valve pour l'amener un peu trop antérieure, parce que sinon, s'ils sont efficaces, la diminution du volume va faire que la valve va repartir en arrière. Donc, je sais que... je ne sais pas si c'est à Nantes, mais ils ont dû reprendre comme ça un patient pour retendre le cordage parce que finalement, ça avait trop bien marché. C'est Obadia qui est obligé de le reprendre. Marina, tu nous as parlé de votre expérience du Cardioband. Et c'est vrai que sur le concept et les résultats qui sont présentés, c'est peut-être le dispositif d'annuloplastie mitrale directe qui semble le plus prometteur et le plus intéressant. Après, comme toute technique, pour qu'elle puisse être généralisée et diffusée au plus grand nombre, il faut qu'elle puisse être simple et reproductible. C'est vrai que quand on n'en a jamais fait, ça peut sembler compliqué. Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot sur les aspects techniques de la procédure, sa simplicité? Est-ce que vous, sur les cas que vous avez fait, vous avez vu une grande évolution entre les premiers et ceux que vous faites maintenant en termes de durée de procédure, de facilité? En fait, c'est pas autant compliqué parce que les concepts, c'est le même que MitraClip. Il faut naviguer. Tu as aussi deux roulettes où tu sais, tu vas antérieur, postérieur, latéral et médial. Et on dirait que la partie plus compliquée aujourd'hui, c'est le screening. Mais ça, c'est la compagnie qui le fait. Nous, on arrive. Et finalement, on a dans la diapo que j'ai montré que commence latéral et on revient médial, il t'indique exactement le type de mouvement qu'il faut faire avec chacun des roulettes. Et le dispositif va franchement presque tout seul. C'est sûr qu'on a besoin d'un bon échocardiographiste qui nous dise qu'on est en train de mettre la vis où il faut, au niveau de l'anneau et pas dans les fillettes et pas dans les VG. Et ça, peut-être, c'est des fois la partie la plus difficile parce que quand on essaye de mettre, on a vu des fois, on a mis la vis sur les feuillettes, on a dû les retirer pour les remplacer où il faut. C'est ça qui fait plutôt la procédure plus longue, parce qu'en fait, finalement, ça et les nombres de vis qu'il faut mettre aussi. Est-ce que le positionnement de la première vis n'est pas crucial, en fait Oui, le positionnement de la première vis, en fait, pour la première partie, il faut mettre 3 vis pour bien fixer l'anneau où il faut. Et il t'indique, tout ça, c'est analysé avec un screening, un scanner impressionnant. Il t'indique exactement où il faut mettre cette vis. En général, c'est plus antérieur à la commissure latérale. Au niveau du trigone, qui est la partie dure de l'anneau. Finalement, si on suit l'expérience des chirurgiens, ils disent que toutes les techniques qu'ils ont testées qui ne partaient pas du trigone au trigone étaient inefficientes. Ou en tout cas, ça tient au début, ça ne dure pas longtemps. Je pense que c'est les raisons du plus ou moins clair abandon du mitraligne.
Je suis étonné de voir qu'on fait toujours du carillon. Tu l'as cité simplement ou vous continuez à l'utiliser? Parce que finalement, il y a eu des perforations. C'était certes la première étude, mais enfin, il y a eu des perforations. On est sur l'oreillette, il y a des croisements avec la circonflexe. Nous, on ne l'utilise pas, mais il y a des études qui sont en cours, des grosses études randomisées. Et vraiment, c'est un dispositif qui n'a pas disparu encore et qui, paraît-il, ne va pas disparaître. Est-ce que tu peux nous dire un mot de la place respective de la réparation percutanée versus le remplacement percutané, puisqu'il y a maintenant 25 valves percutanées en cours d'exploration, soit first in man, soit chez l'animal? Mais c'est sûr, je n'ai pas insisté, mais toutes les procédures que j'ai dit de réparation mitrale, ils demandent une des conditions indispensables, c'est que la valve mitrale et les feuillettes soient normaux. Ça veut dire que si on a des maladies dans les feuillettes, on ne peut pas l'utiliser. On pourrait dire que, surtout les annuloplasties, on va l'utiliser si on a une dilatation de l'anneau, mais pas très importante, et si on n'a pas maladie valvulaire comme telle. Dans ces cas, on a la réparation mitrale avec ces dispositifs. Quand on a une maladie mitrale sur les feuillettes ou on a des dimensions de l'anneau qui ne sont pas assez, sont trop ou pas assez, c'est le cas, là, on a plus la place de la remplacement valvulaire. En sachant que dans deux cas, on pourrait dire qu'on pourrait avoir une différence aussi par rapport à la fonction ventriculaire gauche. Mais dans tous les cas, on exclut des malades avec une dysfonction ventriculaire gauche importante. C'est très important pour le remplacement, mais paraît aussi important pour la réparation. Eh bien, merci beaucoup, Marina. Très belle présentation.